Je suis très très heureux de vous accueillir toutes et tous, chers confrères, chères consoeurs, académiciens, académiciennes, Madame la directrice de la classe des lettres et sciences morales et politiques, Monsieur le vice-directeur de la classe des sciences, Mesdames, Messieurs, depuis le lancement en fait du Collège Belgique, et ce à l'initiative de notre confrère Jacques Reiss, une très belle collaboration a été lancée entre le Collège Belgique et le Collège de France. Ainsi, chaque année, c'est un professeur du Collège de France qui inaugure la saison du Collège Belgique, que ce soit à Bruxelles ou à Namur, et nous prolongeons ces échanges dans un cycle qui est intitulé « Le Collège Belgique accueille le Collège de France ». Et il y a 3 ans, lors du dernier renouvellement de notre convention entre ces 2 collèges, nous avons même élargi cette collaboration et nous avons mis sur pied, notamment durant la crise sanitaire, plusieurs séminaires de recherche organisés conjointement par le Collège de France et l'Académie royale de Belgique. C'est dire l'importance que nous attachons à cette convention qui lie le Collège Belgique au Collège de France. Et parmi ces invitations de collègues du Collège de France à partager leur savoir et leur enthousiasme, il nous est particulièrement agréable d'accueillir ceux que j'appellerais les enfants du pays. Notre saison 2021 avait été inaugurée par la professeure Vinciane Pirenne-Delforge, récemment élue au Collège et jusque-là directrice de recherche au FNRS. La saison 2022 a été inaugurée par Marc Hainaut, physicien, professeur désormais au Collège de France, après avoir enseigné à l'Université libre de Bruxelles durant toute sa carrière. Et aujourd'hui, c'est Antoine Compagnon, dont on n'oublie pas qu'il est né à Bruxelles en 1950, à la veille de la fête nationale de Belgique, donc belge 2 fois, et qui vient de quitter sa chaire de littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, au Collège de France, après 16 ans de bons et loyaux services. Et cela pour intégrer un autre cénacle, non moins prestigieux, puisque Antoine Compagnon vient d'être élu le 17 février 2022 à l'Académie française, au 35e fauteuil, celui laissé vacant par le décès le 5 février 2020 d'Yves Pouliquin, grand ophtalmologue, essentiellement peut-être, mais aussi initiateur de la numérisation du dictionnaire de l'Académie française. Le parcours d'Antoine Compagnon est placé sous le sceau de l'ouverture. Ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur des ponts et chaussées, il est pourtant docteur d'État ès lettres. Et que dire de ses enseignements? Maître de conférences à l'école polytechnique, il est passé par Londres, où il était professeur à l'Institut français du Royaume-Uni, puis par l'Université de Haute-Normandie, à Rouen. Il a franchi ensuite l'Atlantique, comme visiting professor à l'Université de Pennsylvanie, à Philadelphie, mais aussi comme fellow de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, ayant été élu professeur à l'Université du Mans, du Maine, au Mans. Il sera aussi visiting fellow dans l'un des plus prestigieux collèges d'Oxford, All Souls College, avant de détenir une chaire de littérature à l'université de Paris 4 Sorbonne, et cela de 1994 à 2006. Antoine Compagnon est également Eminent Scientist de la Japan Society for Promotion of Science, et je vous ferai grâce de la très longue liste de ses participations à des conseils divers, tantôt scientifiques, tantôt plus stratégiques, de la Fondation des Treilles au Collégium de Lyon, qui m'est particulièrement cher, en passant par le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France. Je voudrais simplement rappeler qu'Antoine Compagnon est membre de l'American Academy of Arts and Sciences, de l'Academia Europea. Il est également membre correspondant de la British Academy, de la Japan Academy, docteur honoris causa de King's College, des universités de Liège, plus proche, de Bucarest et de l'Ouest, c'est-à-dire de Timisoara,
et en 2011, il reçoit le prix Claude Lévi-Strauss de l'Académie des sciences morales et politiques. Antoine Compagnon est bien sûr associé à notre connaissance de Proust. Il en a donné des éditions qui ont fait date. Du côté de chez Swann, Gallimard, folio 1988, Sodome et Gomorrhe, Gallimard, 88, folio pour l'année qui a suivi, les carnets aussi, les essais, je pense en préparation, ou allant sortir bientôt. Et nous l'écouterons avec plaisir dans un instant revenir sur cet auteur magnifique qu'il nous invitait à lire et à relire, je cite ici le nom d'un ouvrage collectif placé sous sa direction et publié en 2014. Toute la littérature vit dans « À la recherche du temps perdu », écrit Antoine Compagnon. La littérature donne vie à la littérature, comme résurrection de la vie intégrale, à la manière de l'histoire de Michelet. Continue-t-il. Je voudrais simplement rappeler, avant de lui céder la parole, son ouvrage « Les Antimodernes » de Joseph de Maistre à Roland Barthes, qui fut salué en 2005 par le prix Pierre-Georges Castex de l'Académie des sciences morales et politiques et en 2006 par le prix de la critique de l'Académie française. Une Académie française qui, en 2018, lui décerne également son prix Guizot pour les chiffonniers de Paris. Récemment, Antoine Compagnon, en collaboration avec Céline Surprenant, a publié les actes d'un colloque sur Darwin au collège de France, bien sûr, 19e siècle, 21e siècle, qui retrace, à partir du point de vue du collège, la réception des idées de Darwin et leur rôle dans la formation des disciplines à partir du milieu du 19e. Et auparavant, les mêmes s'étaient intéressés à la figure de Freud au Collège de France. Et on rappellera aussi, un peu pêle-mêle, Un été avec Montaigne, en 2013, mais aussi son Baudelaire, l'Irréductible, Flammarion, 2014, ou encore La classe de Rétaux. Très bien, La classe de Rétaux, Gallimard, 2012, qui raconte un tournant décisif, qui est notre tournant décisif à beaucoup d'entre nous, celui de la Rétaux, celui que Antoine Compagnon appelle le nœud fatidique de l'existence. Et l'on pourrait continuer à évoquer l'immense production littéraire et scientifique d'Antoine Compagnon en ne cessant d'ouvrir de nouveaux champs, d'aborder de nouveaux horizons. Je vous le disais d'entrée de jeu, c'est l'ouverture qui caractérise le parcours et l'œuvre d'Antoine Compagnon. Je voudrais ici le remercier tout particulièrement au nom de l'Académie royale de Belgique, au nom du Collège Belgique, pour être parmi nous ce soir, pour partager avec nous un peu de son temps et j'espère beaucoup de sa passion. Merci beaucoup et je vous cède la parole. Merci beaucoup de votre accueil. Revenir à Bruxelles, pour moi, c'est toujours un plaisir et une émotion. Lorsque j'ai été élu à l'Académie française il y a moins d'un mois, le premier coup de téléphone que j'ai reçu, c'était de l'agence France Presse pour vérifier que j'étais bien de nationalité belge. J'ai dû les détromper, mais je crois qu'on ne peut jamais corriger ce genre d'erreur. Et je me suis aperçu que maintenant, sur le site Wikipédia, il y a un petit drapeau belge à côté de mon nom à l'entrée Académie française. On ne peut pas renier ses origines. Vous l'avez rappelé, je suis né à Bruxelles. Je suis même né à Etterbeek, ce qui est beaucoup plus compliqué, puisqu'on oublie toujours un E ou un T. Et j'ai toujours peur de ne pas pouvoir monter dans l'avion, parce que sur les papiers, on aura mal orthographié Etterbeek. Venir à Bruxelles, c'est très proustien pour moi. Hein. Mes madeleines, ce sont des spéculoos, ou peut-être encore de préférence des pains d'amande. Balbec, c'est Duinbergen, où j'ai passé toutes les vacances de mon enfance chez ma grand-mère. Et c'est à Bruxelles que j'ai appris à lire dans
ce qui est un petit peu le grand souvenir de bonheur de ma vie, le printemps de 1955, où on m'a envoyé chez ma grand-mère, parce que ma mère attendait un 4e enfant. Et donc, je suis venu passer le printemps à Bruxelles et j'ai appris à lire avec Zézel, qui avait déjà appris à lire à ma mère 30 ans auparavant. Donc, c'est quelque chose qui me lie profondément à cette ville. Venir à Bruxelles, c'est entrer dans la recherche. Et non pas la recherche du temps perdu, mais le temps retrouvé. Je vais donc vous parler de Proust du côté juif, c'est-à-dire d'une recherche que j'ai menée dans les dernières années et d'un livre qui vient d'être publié, il est en librairie depuis une dizaine de jours, à Paris, et sous ce titre, Proust du côté juif. Il s'agit donc d'une enquête que j'ai menée au cours des dernières années et qui a été favorisée par le confinement que nous avons vécu il y a exactement 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais en train d'achever ma dernière année de leçons au Collège de France, le dernier cycle de ces leçons, et brutalement, ça s'est interrompu en mars, exactement 2 ans. Je me suis trouvé désœuvré, un petit peu désemparé, parce que j'étais lancé dans mon dernier cours et que lorsqu'on est dans ce cycle, c'est comme une drogue. On est très engagé, et soudain, lorsqu'on n'a plus cette drogue, on va très mal. Bon, c'est le cours qui s'est terminé par une prolongation l'année suivante et qui lui aussi a été publié à l'automne dernier sous le titre La vie derrière soi, et j'en parlerai demain. Donc, c'est le 2e livre que je publie cette année. Celui-ci, je m'en excuse. Quand on entre dans une librairie, on est accablé par la quantité des livres, et j'en ai déjà publié 2 cette année, c'est beaucoup trop. Et vous en aviez annoncé un 3e, puisque les essais de Proust dans la Pléiade vont paraître au mois de mai. C'est aussi un travail que j'avais depuis un certain nombre d'années, c'est qui reprend le volume des essais de Proust qui a été publié en 1971 pour la dernière grande célébration proustienne. 1971, c'était le centenaire de sa naissance. C'est l'année où je suis devenu proustien. J'avais 20 ans, j'avais lu Proust un peu auparavant, mais 1971, c'est l'année où il y a eu un certain nombre d'événements proustiens considérables pour la recherche. C'est l'année où ont été publiés dans la Pléiade Jean Santeuil, donc volume précurseur de la recherche du temps perdu, et ce volume qui porte pour titre dans la Pléiade Contre Sainte-Beuve, précédé de Pastiches et mélanges et suivi d'essais et articles. Titre peu maniable. Refaisant ce volume 50 ans après, beaucoup plus copieux, puisqu'il y a eu beaucoup de textes de Proust qui ont été trouvés entre-temps, nous avons décidé de l'appeler tout simplement Essai. Proust Essai. Et pour moi, c'est le signe que Proust et Montaigne ne font qu'un seul écrivain. Ayant travaillé sur les deux et ayant toujours pensé qu'il y avait une grande solidarité entre les deux. Tous les deux sont les auteurs d'un seul livre sur lesquels ils sont morts, sur lesquels ils travaillaient durant leur dernière nuit. Tous les deux sont les auteurs d'un livre qui n'appartient à aucun genre et qui franchit les frontières génériques. Les essais sont une sorte de roman et la recherche du temps perdu est une sorte d'essai, à la manière de Montaigne. Ce sujet, Proust du côté juif, j'y réfléchissais depuis longtemps, et c'est donc à la faveur du confinement d'il y a 2 ans que je me suis lancé à le rédiger. J'avais pas mal de notes accumulées depuis des années,
Et je l'ai publié à l'époque sur le site du Collège de France comme une sorte de feuilleton ou de blog, comme on dit aujourd'hui, pendant une douzaine de semaines qu'a duré ce premier confinement de 2020. Et bon, ça m'a permis de survivre, puisque j'avais une activité imposée. Il fallait que tous les vendredis, enfin c'était moi qui m'étais fixé cette règle, je livre mon chapitre au lecteur. C'était une expérience très intéressante parce qu'il y a eu beaucoup de retours. Et j'aimerais bien travailler de nouveau de cette manière. C'est un travail collaboratif. Hein, et vous le verrez si j'ai le temps d'aborder ces points. Il y a un certain nombre de solutions de mon enquête, une enquête de détective ou d'archéologue, un certain nombre de solutions de mon enquête qui m'ont été apportées par ceux qui l'avaient suivi, hein, sans lesquels je n'aurais absolument pas pu mener à bien cette recherche. Donc ce qui est dans le livre est au fond très différent du feuilleton et du blog d'il y a 2 ans. Aussi, bien entendu, pendant le confinement, je ne pouvais pas me rendre dans les bibliothèques, je ne pouvais pas me rendre dans les archives, et vous allez le voir, il y a un certain nombre d'éléments de cette recherche qui sont assez nouveaux et qui proviennent d'archives que je n'ai pu que consulter que par la suite. Le point de départ de cette recherche sur Proust du côté juif, côté qui a été assez souvent, assez longtemps négligé dans la lecture de Proust, pour des raisons historiques sans doute, pour des raisons sociale, et qui a été abordée de manière plus récente. Le point de départ de la recherche, c'est une phrase que voici. Dans quel dire? Oh, non. La voici, cette phrase. C'est une phrase que vous trouvez dans tous les livres sur Proust. « Il n'y a plus personne, pas même moi, puisque je ne peux me lever, qui aille visiter le long de la rue du Repos le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. » Cette phrase, le malheur, c'est que nous ignorions quand Proust l'avait écrite et d'où elle provenait. À qui l'avait-il écrite? Probablement dans une lettre. Et la plupart des biographes ou des commentateurs faisaient grand cas de cette déclaration pour y voir une sorte de résumé de l'identité juive de Proust, de son rapport à la judéité, et en l'interprétant de manière tout à fait contradictoire. Pour les uns, cette phrase signifiait l'indifférence et l'éloignement de la lignée maternelle de Proust, de sa famille maternelle, l'éloignement de cette famille par rapport à ses origines juives, puisque le rite, son grand-père ne l'avait jamais compris. Mais pour d'autres, en revanche, cette phrase signifiait au contraire la nostalgie de ce rituel, et nous disait en tout cas que le grand-père avait mené Proust, enfant, adolescent, jeune homme, à la tombe de son arrière-grand-père, n'est-ce pas? Et donc qu'il avait avec son arrière-grand-père, selon ce rituel, dont l'origine était oubliée, posé un caillou sur la tombe. Autrement dit, l'interprétation et le contexte de cette phrase m'avaient toujours importé, enfin l'énigme qu'elle posait, parce qu'elle pouvait être interprétée de manière tout à fait différente, comme infidélité au judaïsme, ou au contraire comme fidélité au judaïsme. Et si vous consultez les livres, vous verrez qu'elle est interprétée dans les deux sens. Donc ça faisait des années que j'étais ennuyé par cette phrase, d'autant plus que, à la période récente, une interprétation de Proust s'est
répandue et d'une certaine manière domine, qui voudrait que dans la recherche du temps perdu, il y ait des traces d'une certaine honte de soi, voire haine de soi, comme juif de la part de Proust. En tout cas, un déni de cette judéité, comme il y aurait un déni de l'homosexualité. Ce sont des interprétations que l'on trouve partout aujourd'hui, qui interprètent les portraits, par exemple, de Swann, ou de Rachel, ou de Bloch, ou de Nissim Bernard, comme des indices de haine de soi, voire d'antisémitisme ou d'antijudaïsme. Bon, c'est une interprétation qui m'avait, là aussi, ce qui est devenu monnaie courante et qui m'avait toujours gêné, avec laquelle je n'étais pas d'accord. D'où la nécessité de savoir à qui et quand Proust avait écrit cette déclaration pour essayer de la déchiffrer. Au fond, j'ai travaillé, je disais, comme un détective. Quelqu'un me disait l'autre jour, tu as travaillé comme Cuvier. À partir d'une vertèbre, tu reconstitues un mammouth. Cuvier, je m'en suis aperçu après, est l'un de mes prédécesseurs au fauteuil 35 de l'Académie française, donc c'est pas désagréable. Donc voilà la vertèbre. Quel est le mammouth maintenant? Question donc sur l'identité juive, et je vous avais là une très belle photo d'Adjé qui nous montre cette rue du Repos, avec au fond la porte du coin du Père-Lachaise, qui était le carré juif qui était enfermé dans des murs jusqu'en 1881. Les murs du carré juif sont tombés à la suite d'une des premières lois de laïcité en France. L'enclos juif du Père-Lachaise existait depuis le grand Saint-Hédrin du début lorsque la religion juive a été instituée par Napoléon Ier, et le carré juif était entouré de murs, et une loi laïque a voulu faire tomber ces murs en 1881, donc Proust avait déjà 10 ans. Proust, lorsqu'il est allé poser un caillou sur la tombe de ses arrière-grands-parents, l'a fait dans un enclos dont c'était la seule porte au bout de cette rue, puisqu'on ne pouvait pas y accéder par le reste du Père-Lachaise. C'était une sorte d'appendice du Père-Lachaise. Et c'est donc bien ce lieu tout à fait fermé, tout à fait communautaire, auquel il a accédé dans ces années-là. Il y a une seconde déclaration de Proust sur sa judéité dont on parle beaucoup, c'est celle-ci. C'est une lettre de Proust à Montesquieu. « Cher monsieur, si je suis catholique, si je n'ai pas répondu hier à ce que vous m'avez demandé des Juifs, c'est pour cette raison très simple. Si je suis catholique comme mon père et mon frère, par contre, ma mère est juive. » Très belle lettre, c'est la déclaration de Proust la plus franche qu'on connaisse. Proust est, comme son frère, donc baptisé, résultat d'un mariage mixte, mais sa mère n'est pas convertie. Sa mère n'a pas changé de religion. Il y aurait beaucoup à commenter sur cette lettre. Si on veut s'intéresser aux Écritures, vous remarquez ce C, avec ce C de Proust, quand il fait ses signatures. Proust a deux signatures, il a une signature ordinaire, et puis il y a une signature où le C de Marcel est dessiné comme ça, c'est la signature officielle que vous retrouvez au milieu. C'est pour cette raison si simple. Donc c'est une lettre importante, c'est une lettre quasi officielle, je peux le dire, à cause de la graphie du C, avec cette longue queue. On pourrait remarquer aussi que les
puristes qui nous disent qu'il ne faut pas écrire. Par contre, Proust, comme Gide, écrivait volontiers. Par contre, là où vraiment il voulait mettre les points sur les i. Cette déclaration, Proust l'aurait tenue à Robert de Montesquieu au moment de l'affaire Dreyfus, à la suite d'une conversation où Montesquieu aurait exprimé des positions antisémites, anti-dreyfusardes et antisémites, et Proust voulait lui dire qu'il ne fallait plus faire ça devant lui, et qu'il ne pouvait pas répliquer devant lui. Proust, donc, est baptisé catholique, mais sa mère est juive, n'a jamais renoncé à sa religion, et lorsque sa mère meurt en 1905, le consistoire délègue un rabbin, et sa mère a donc reçu des obsèques dans le caveau dont je vais vous parler, qui est le caveau familial du Père Lachaise, des obsèques suivant le rite israélite. Le décès de Madame Proust est annoncé dans l'Univers israélite, qui est la revue du consistoire, la revue de la communauté juive française et parisienne. Et vous avez compris que ce qui m'intéresse, c'est donc d'interpréter cette phrase initiale, cette phrase énigmatique, de comprendre à partir de cette phrase-là comment Proust concevait cette identité juive, et qui avait au fond deux lignes que je pouvais suivre, et ce sont les deux fils que je suis dans ce livre. Un, les rapports de cette famille avec le judaïsme, les rapports de la famille de la mère de Proust avec le judaïsme, et ce que Proust lui-même pouvait en savoir, ce qui avait pu passer chez lui et dans son œuvre, non seulement dans sa biographie, mais dans son œuvre, de ses rapports au judaïsme. Et deux, eh bien, essayer de combattre cet anachronisme, ce qui est à mon sens un anachronisme, qui nous fait voir aujourd'hui dans l'œuvre de Proust des indices de déni, de honte ou de haine de soi. Donc ce sont en somme deux fils. L'un, je dirais, la famille Weil, puisque Madame Proust était née Weil, et deux, l'accueil qui a été réservé à l'œuvre de Proust dans les premières années, dans les années 20 et 1930. J'ai envie de dire, au fond, avant la Shoah, qui a complètement transformé nos perceptions de ce qui pouvait être l'antisémitisme, de ce qui pouvait être un rapport à l'identité juive avant la Seconde Guerre mondiale. Donc ce sont les deux fils que j'ai tenté de suivre. À la mort de Proust, en 1922, ce que nous célébrons cette année, ce centenaire, eh bien, dans la presse consistoriale, la presse de la communauté juive française, il n'en est pas question. Il n'en est pas question parce que, pour cette presse, Proust n'est pas juif. Il est de mère juive, mais il y a une forte insistance sur la religion pour qu'il le soit. Donc pour elle, il n'en est pas question, alors que la mort de sa mère a été annoncée dans l'univers israélite, je le disais, mais pas la sienne. En revanche, ce qui est très frappant, c'est qu'il est beaucoup question de Proust à sa mort dans la presse sioniste. Et c'est l'un des constats qui est au départ de ma réflexion. Pourquoi est-il tellement question de Proust dans la presse sioniste à partir de 1922 ? Voici la tombe familiale du Père Lachaise, qui est là.
voyez qu'elle est tout au fond, elle est très ancienne, elle est contre le mur. Elle fait partie des premiers caveaux de cet enclos juif. Voici Nathanaël, le grand-père de Proust, qui emmenait son petit-fils, Marcel et Robert, les deux fils, qui emmenaient Marcel sur la tombe poser un caillou. Voici le caillou que j'ai posé. Voici Jeanne Weil, mère de Proust. Et voici l'inscription de Nathanaël et Adèle Berncastel sur ce caveau. Nathanaël, le grand-père, Adèle Berncastel, la grand-mère de Proust. Lui, mort en 1896 et elle en 1890, quelques années auparavant. Je disais donc que dans la presse sioniste, il est beaucoup question de la mort de Proust. C'est le premier constat qu'on peut faire. Voici une revue qui s'appelle Ménorah, qui publie, dès le 22 décembre 1922, une longue nécrologie de Proust. Il vient de mourir, il est mort le 18 novembre 1922, donc c'est le numéro suivant, avec une belle photographie. Voilà la couverture de Ménorah. C'est une revue nouvelle, première année numéro 8. C'est une revue, une belle revue, assez luxueuse, culturelle. Son premier titre, c'était L'illustration juive, sur le modèle de l'illustration. La revue très très célèbre, l'illustration a protesté, et donc après 2 ou 3 numéros, ils ont abandonné le titre L'illustration juive pour s'appeler Ménorah. Mais vous pouvez aussi être sensible au fait que l'appellation, c'est l'illustration juive, alors que les revues officielles s'appellent les archives israélites et l'univers israélite, comme on est israélite français. On est israélite français, on n'est pas juif au 19e et au 20e siècle. Et dans cette revue, il y a donc ce bel article où, en somme, on revendique Proust. Et l'auteur de cet article, vous le voyez ici, c'est Georges Kataoui, que voici. Georges Kataoui, c'est un personnage intéressant. C'est un jeune, tout jeune. Il était né... non, j'oublie quand il était né. Je ne l'avais pas mis sur le diapo précédent. Non. Il est né vers 1890-95. Donc c'était un tout jeune homme. C'est un juif du Caire, d'une grande famille de banquiers et d'aristocrates du Caire, qui est étudiant à Paris, qui est poète, comme ces grandes familles juives égyptiennes. Ils sont presque tout le temps à Paris. Ils sont plus à Paris qu'au Caire ou à Alexandrie. Et dans cette revue, ce que Kataoui exalte, et il est l'un des premiers à le faire, c'est ce que l'œuvre de Proust doit à son ascendance maternelle. C'est vraiment le premier. Vous voyez que c'est dès la mort de Proust. Ça n'a jamais été... Avant la mort de Proust, personne n'a jamais mentionné qu'il fut juif, ou comme on disait, demi-juif. Mais dès sa mort, il est revendiqué, et ainsi, on insiste sur ce que la recherche doit à cette ascendance. En vérité, c'est Kataoui qui est à l'origine de la diffusion de la phrase en question sur le cimetière et la pierre posée, dans un livre qu'il a publié un peu plus tard, Georges Kataoui, qui s'appelle « L'amitié de Proust ». Ah ben voilà sa date de naissance, 96. Je savais bien que je n'avais pas dû oublier de la mettre quelque part. 96. Et vous voyez qu'il avait vécu jusqu'en 1974. J'ai dû le rencontrer en 1971 lors des célébrités proustiennes, des célébrations proustiennes du dernier centenaire. C'est quelqu'un de très intéressant parce que c'est lui, vous voyez que ça fait quand on s'intéresse à l'accueil d'un écrivain, c'est quelqu'un qui écrivait sur Proust en 1922 et qui écrivait encore sur Proust dans les années 70. Il est l'un des 2 traducteurs
de la biographie de Painter, hein, qui a fait connaître Proust dans les années 60. Il occupe plus d'un demi-siècle dans la critique et l'interprétation de Proust. Il a eu une carrière de diplomate, mais il était surtout un homme de lettres. Et voyez que dans ce livre, L'amitié de Proust, qui est publié en 1935, mais qui reprend un autre article qu'il a écrit plus complet que sa nécrologie, un article qu'il a écrit sur Proust et les Juifs. Et dans une note, voici ce qu'il dit. Voir André Spire, Marcel Proust, Jewish Chronicle, mai 23, quelques juifs et demi-juifs grassés. Après la mort de sa mère et de sa grand-mère, Marcel Proust, jusqu'à ce que la maladie l'eût enfermé chez lui, ne manquait pas de visiter la tombe de son aïeul. Il y a quelques années encore, il écrivait à un ami « Il n'y a plus personne, pas même moi, puisque je ne peux me lever, qui aille visiter le long de la rue du Repos le petit cierge où mon grand-père, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. » C'est ça la source à partir de laquelle la phrase s'est diffusée dans tous les livres depuis 1935. Il s'agissait donc de remonter, mais vous voyez qu'il dit voir Marcel Proust, Jewish Chronicle, et quelques juifs et demi-juifs. Entre parenthèses, j'aurais dû aussi vous dire que Georges Kataoui, dans cette nécrologie de décembre 1922, donc aussitôt la mort de Proust, est le premier à souligner la proximité de Montaigne et de Proust, à faire l'analogie de Montaigne et de Proust sous prétexte que tous les deux sont demi-juifs, puisque vous savez qu'il y a cette idée reçue qui voudrait que la mère de Montaigne ait été marane, hein, venue... Bon, ce n'est pas établi en vérité, mais la mère de Montaigne s'appelait Lopez, de Toulouse, et une hypothèse est que ces Loupes étaient des Lopez et que c'était des maranes venues d'Espagne. Et cette hypothèse de la demi-judéité de Montaigne, cette ascendance maternelle juive de Montaigne, elle a été affirmée à la fin du XIXe siècle par un biographe de Montaigne. Et elle s'est répandue un peu partout à partir de là. Et donc, Kataoui revendique la paternité de cette analogie. Ensuite, elle s'est répandue. En général, on la rattache à Albert Thibaudet, parce que Thibaudet lui a donné beaucoup de célébrité. Mais Kataoui dit dans une note quelque part « J'ai eu une conversation avec Thibaudet, mais c'est moi qui lui ai donné cette idée. » Donc c'est très important parce que ça va se répandre jusqu'à nous, cette comparaison entre Proust et Montaigne. Vous avez entendu que j'ai donné au titre de la Pléiade, au volume de la Pléiade, le titre « Essai ». Mais sans du tout reprendre la thèse de la judéité commune. Ce qui m'intéresse, c'est l'écriture commune. Pas du tout le point de vue qui renverrait à une proximité dans les origines maternelles. Vous voyez qu'il nous renvoie au Jewish Chronicle, que voici, que personne n'avait été chercher, mais qu'il m'a semblé important d'aller trouver, où on découvre là aussi je n'en donne que la première page ici, mais une très longue nécrologie de Proust, publiée en mai 23. Et au fond, on y retrouve la même phrase, mais pour la première fois qu'elle a été publiée, c'était donc en anglais. C'était donc en anglais. There is no longer anybody. He wrote not long ago to a friend. C'est source de beaucoup. Tout le monde va commenter, va reprendre cette phrase. Je découvrirai que c'est faux, que ce n'était pas not long ago, que c'était bien plus ancien. Not even myself
Since I cannot leave my bed, we'll go along the Rue du Repos to visit the little Jewish cemetery where my grandfather, following a custom that he had never understood, etc., etc. Première fois que c'est publié, c'est donc en anglais, en mai 23. Et il faut dire quelques mots du Jewish Chronicle, qui est donc le périodique dans lequel cette phrase apparaît pour la première fois. Eh bien, c'est le plus ancien hebdomadaire juif publié de façon continue jusqu'à aujourd'hui. Il a été fondé en 1841 à Londres. Il existe toujours. Et c'est le journal dans lequel la déclaration Balfour a été publiée en 1917. C'est par le Jewish Chronicle qu'on a connu la déclaration Balfour, acceptant la possibilité d'un foyer juif en Palestine. Pourquoi? Parce que le Jewish Chronicle avait été racheté par des proches de l'organisation sioniste en 1907. C'était donc l'organe central du sionisme politique. Eh bien, il y a 2 pages de nécrologie de Proust, revendiquant Proust comme écrivain marqué, dont l'œuvre est marquée par son origine, par son ascendance maternelle. L'auteur, c'est André Spire. André Spire, que voici, qui reprendra sa nécrologie en français dans ce livre intitulé « Quelques juifs et demi-juifs ». Et c'est bon, il republiera ensuite sa nécrologie en français dans la revue Ménorah, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, l'article se retrouvera là. André Spire, personnage très intéressant, c'est l'un des premiers sionistes français. Vous voyez que c'est un contemporain de Proust, 1968. Lui, il a vécu quasi centenaire. Quasi centenaire, donc il est notre contemporain. Il est notre contemporain. Il a vécu très âgé. Il a une fille qui a quasi mon âge. Elle a juste quelques années de plus que moi. Elle est née à New York pendant la guerre, à la fin de la guerre. Je la connais bien. Elle fait très jeune. Donc, vous voyez que tout ça n'est pas très loin de nous. N'est pas très loin de nous. André Spire, c'est donc l'un des premiers sionistes français. Dès 1904, il est converti au sionisme. C'est lui qui a beaucoup converti d'autres jeunes gens de cette génération au sionisme. Il était d'abord territorialiste. Le projet n'était donc pas de retourner en Palestine, mais de trouver un territoire pour accueillir les Juifs de la diaspora. Il a connu Proust, André Spire. Il était à Sciences Po avec Proust. Avec Proust et Léon Blum. Spire, c'est un socialiste. Les premiers sionistes sont socialistes. Comme Léon Blum, il passe le concours du Conseil d'État. Il est conseiller d'État. Et à la différence de Proust, il n'aime pas Proust. Pour lui, Proust, c'est un snob, c'est un mondain, c'est un conservateur, c'est un réactionnaire, c'est un bourgeois. Spire, c'est un militant. Il fera toute sa carrière, comme haut fonctionnaire français, au ministère du Travail, qui vient d'être fondé, le ministère du Travail. Et donc, si on va au ministère du Travail, c'est parce qu'on a une fibre qui vous oriente vers la classe ouvrière. Il déteste Proust, mais il fait une immense nécrologie de Proust parce que Proust est considéré par lui comme un renouveau de la littérature juive. Et ce qui est très frappant, c'est que comme cette nécrologie qu'il a publiée dans le Jewish Chronicle est reprise par la Jewish Correspondence Bureau, qui est l'agence de presse de l'organisation sioniste dans les années 20. Nous sommes au
aux grandes années du sionisme politique, après 1917 et au début des années 20, eh bien cette nécrologie de Proust, elle est reprise dans toute la presse de la diaspora. Et c'est très extraordinaire de voir qu'il y a donc eu une nécrologie de Proust dans toutes les publications des États-Unis d'Amérique, où chaque ville a son hebdomadaire juif. Pittsburgh, Philadelphie, Denver, Chicago, Montréal, eh bien à chaque fois vous trouvez Marcel Proust, His Jewish Traits, les traits juifs de Marcel Proust par André Speer. Autrement dit, c'est repris partout. Là, je vous montre des journaux américains, mais vous trouveriez la nécrologie reprise en français dans la presse du Levant, en Égypte notamment, où il y a cette communauté est très répandue. On a donc une grande diffusion de Proust en tant que représentant d'un renouveau de la littérature juive, et les jeunes sionistes proustiens des années 1920 reprennent à leur compte la référence à Montaigne avec fierté, comme une façon d'affirmer ce côté juif de Proust. Par exemple, l'un des plus importants dans cette tendance, c'est Albert Cohen. Alors Albert Cohen, nous le connaissons par son roman Belle du Seigneur. Mais Belle du Seigneur est publié en 1968. Là aussi, ça nous donne le sens du temps et l'échelle du temps. Jusqu'à 1968, Albert Cohen est un personnage tout à fait mineur. C'est seulement après 68 qu'il prend l'envergure que nous lui accordons aujourd'hui. Albert Cohen, lui, il a lu Proust en 1920 ou 1921 en Égypte. Il était allé tenter de faire fortune comme avocat à Alexandrie, et il a acheté à l'ombre des jeunes filles en fleurs dans une librairie d'Alexandrie après le prix Goncourt. Il fait partie de ceux qui ont lu Proust à cause de la célébrité donnée par le prix Goncourt. Et il est devenu enthousiaste de Proust. Donc, il n'a pas fait fortune comme avocat en Égypte, mais c'est là qu'il a connu Kataoui. Vous voyez que ce groupe des jeunes proustiens sionistes s'est rassemblé là. Ils sont revenus à Paris tous les deux. Et à Paris, il faut parler d'une revue qui a eu beaucoup d'importance à ce moment-là, qui était dirigée par Albert Cohen, qui s'appelle la Revue Juive. La Revue Juive a existé pendant 1 an, en 1925. C'est une revue de haute culture. C'est une revue qui est publiée par les éditions des Nouvelles Revues Françaises, c'est-à-dire par Gallimard, qui démarque la NRF. Elle a le même format, la même typographie, la même maquette que la NRF. Donc c'est une revue ambitieuse, afin de diffuser auprès d'un public francophone en France, mais également dans la francophonie. Je viens d'évoquer l'importance du Levant pour cette francophonie, de diffuser une haute culture que le sionisme politique voudrait faire remarquer. Et pendant l'année 1925, le directeur de la Revue Juive, c'est Albert Cohen. Bon, Albert Cohen, j'oublie sa date de naissance, mais il n'a pas 30 ans lorsqu'il est en train de faire cette revue. Et la Revue Juive est une magnifique revue qui couvre cette année 1925 avec des collaborateurs nombreux et brillants. Et vous remarquez, c'est encore une fois une revue qui est juive et non pas israélite. Et j'ai dit tout à l'heure,
l'importance de cette distinction. Or, ce qui est très frappant, c'est qu'il est question de Proust à toutes les pages de la revue. Enfin, j'exagère à peine en disant à toutes les pages, mais il est question de Proust dans de nombreux articles de cette revue. Et l'un des biographes de Cohen écrit « La revue juive se proposa d'annexer Proust ». Donc Proust est le héros, le drapeau de cette revue en 1925. Alors si vous êtes lecteur de Belle du Seigneur, vous savez que Albert Cohen s'éloignera un peu de Proust. Il s'éloignera de Proust et dans Belle du Seigneur, et il parle de cette perversité de tremper une madeleine dans du tilleul et des hystériques flatteries de Proust dans sa correspondance. Donc, il a un petit peu changé en se moquant de Proust. C'est très intéressant aussi parce que ça date le moment où Proust est entré au purgatoire dans les années 30, qui est le moment où on a commencé à publier ses lettres. Et ces lettres ont choqué beaucoup des amateurs de Proust par leur dimension de ce que Cohen appelle ses hystériques flatteries. Et il pense aux lettres de Proust à Anna de Noailles. Je crois qu'elles sont publiées en 1931, et ça nous montre bien le moment où il a viré de bord. Mais en même temps, il y a évidemment un sentiment de rivalité entre Cohen et Proust. Dans le dernier numéro de la Revue juive, de manière là aussi très intéressante, on trouve des bonnes feuilles d'Albertine disparue, volume qui n'a pas encore été publié chez Gallimard. Donc Albert Cohen est entré en contact avec Robert Proust, le frère de Proust, qui a été responsable de la publication des volumes posthumes, Albertine disparue et Le temps retrouvé. Quelqu'un m'a demandé récemment, mais comment s'attendaient les deux frères? La dévotion de Robert Proust pour son frère aîné est remarquable. Après la mort de Proust, entre 22 et 27, ce grand médecin chirurgien qu'était Robert Proust a consacré une part énorme de son temps à la mise au point des manuscrits dactylographie et à la publication de l'œuvre de son frère. Bon, bien entendu, avec des décisions éditoriales sur lesquelles nous sommes revenus depuis. Il n'était pas un éditeur scientifique, mais c'est quand même l'œuvre en partie de Robert Proust que nous avons lu pendant des années. Nous ne l'oublions pas dans les choix éditoriaux qu'il a faits. Ensuite, après sa mort, ça s'est passé moins bien puisque sa veuve, elle s'est débarrassée de tous les manuscrits. Elle détestait son beau-frère. Mais Robert Proust, lui, avait une grande dévotion pour Marcel. Albert Cohen a donc obtenu de lui des pages d'Albertine disparue. Alors ces pages sont très intéressantes. Que sont ces pages? Que publie la Revue juive? Eh bien, ce sont les pages sur Gilberte Swann, dans Albertine disparue, qui, dans les salons chez les Guermantes, devenue mademoiselle de Forcheville, dissimule son nom et ses origines, renie son identité et son père, trahit son père. C'est la seconde mort de Swann lorsque Gilberte le renie. Dans la Revue juive, ces pages résonnent comme un procès de l'assimilation qui passe par l'effacement du nom et le reniement des origines. Cohen avait très bien choisi l'extrait pour faire de Proust un censeur du franco-judaïsme, un critique de l'assimilation.
et d'une certaine manière un prophète du sionisme. Vous voyez que tous ces jeunes sionistes font de Proust une sorte d'instrument, de drapeau, comme je disais tout à l'heure. Voilà un fil à suivre, donc, pour observer, pour se convaincre du fait que la lecture qui est faite dans les années 20 de Proust n'est nullement sensible à ce qui pourrait nous apparaître de manière tout à fait anachronique comme des indices de honte et de déni de cette identité. Bien au contraire. Je me tourne maintenant vers le second fil, qui est celui de la famille, de cette tombe où Proust se rendait avec son grand-père pour y poser un caillou le jour des grandes fêtes juives. Ce grand-père, vous l'avez vu dans la photographie tout à l'heure, c'est donc le père de Jeanne Weil, Madame Proust. Et le père de ce grand-père, celui qui est dans la tombe, dans le caveau, c'est Baruch Weil. Et Baruch Weil, c'est un très grand personnage sur lequel on n'avait, je crois, pas encore assez insisté et sur lequel c'est vraiment un patriarche. C'est un fondateur d'une grande dynastie et à travers la famille des Weil, on a une magnifique image de ce qu'a été une grande famille juive au XIXe siècle, à partir du moment où la communauté juive s'est officialisée à Paris sous le Premier Empire. Baruch Weil est né, donc l'arrière-grand-père de Proust, est né vers 1780 dans un village d'Alsace et il est mort en 1828, donc à l'âge de 48 ans, ce qui est relativement jeune, même pour cette période. Mais à 48 ans, il avait déjà fait fortune et à sa mort, il laissait 13 enfants. Ce qui était une autre manière de faire fortune. C'était un grand signe de succès que ces 13 enfants. Et vous avez vu la sépulture tout à l'heure, c'est une sépulture imposante, hein, dans le Père-Lachaise, avec cette stèle qui s'élève au-dessus du caveau. Elle est parmi les plus anciennes et elle est avec celle des plus grandes familles. Peut-être que je peux vous remontrer l'image. On a là les tombes des plus grandes familles. Celle qui est là derrière, donc c'est celle-ci. Celle qui est là derrière, c'est celle du premier grand rabbin de France, sous le Premier Empire. Vous voyez qu'on est vraiment dans les tombes les plus anciennes de ce coin. Il y a toutes les grandes familles juives parisiennes du Premier Empire et de la Restauration qui sont là, dans ces premières tombes. Il est mort en 1828, donc c'est la toute fin de la Restauration. Et dans cette tombe, quand j'ai pu avoir accès aux archives du Père-Lachaise après le confinement, j'ai découvert qu'il y avait non seulement Baruch Weil et sa seconde femme, donc l'arrière-grand-mère de Proust, mais qu'il y avait aussi 5 de ses enfants avec leurs conjoints, 3 de ses petits-enfants, et vous voyez qu'ils sont très nombreux dans ce caveau qui est là, il y a des inscriptions tout autour, qui sont très nombreux à avoir rejoint le fondateur et le patriarche. Il y a des enfants, des conjoints, des petits-enfants. Tout le monde est là. Il était né en Alsace, je le disais. Il avait passé son enfance, une partie de son enfance. Voilà l'arbre généalogique de cette famille. Vous voyez il y a un premier Baruch Weil, il y a un premier lit, premier mariage avec Hélène Schubach, deuxième mariage avec Marguerite Sarah Nathan, et Proust
est donc le petit-fils de Nathe Weil, et voilà sa mère, Jeanne Weil, qui épouse Adrien Proust, Marcel et Robert. Et il est le petit-fils du fils aîné du second lit. Et vous voyez qu'il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du premier lit, 1, 2, 3, 4, 5, 6 du second lit. La pauvre femme du premier lit, il l'a épousée lorsqu'elle avait 15 ans ou 16 ans. Elle est morte lorsqu'elle en avait 24, après avoir fait 7 enfants. Et il en a épousé une autre qui avait à peu près le même âge. Il a fait fortune. Je reviendrai sur cet arbre généalogique parce qu'il y a beaucoup de cousins intéressants de Proust que j'ai trouvés, et vous allez voir qu'il y en a certains qui, quand on regarde ce qu'ils ont fait, on trouve pas mal d'échos dans l'œuvre de Proust. Il a fait fortune dans la porcelaine, ayant appris à faire de la porcelaine en Allemagne. Et voilà les porcelaines blanches que l'on voit. Elles viennent du musée de Sèvres. Et ces porcelaines qui étaient fabriquées à Fontainebleau, il y avait une manufacture de porcelaine établie par des Juifs sous le Directoire 1799. Et à Paris, on les faisait décorer dans les ateliers qui étaient dans des appartements à Paris. Voilà les porcelaines de Baruch-Weil, avec l'inscription « G. Baruch-Weil aîné ». C'est donc juste après sa mort, c'est son fils aîné qui a repris la fabrique à ce moment-là. Il est donc, Baruch-Weil, un membre parmi les plus éminents de la communauté israélite de la capitale. Au moment de sa mort, en 1828, il est le vice-président du consistoire. Et il est le président des 2 comités qui sont les plus importants dans le consistoire, c'est-à-dire le comité des écoles et le comité de bienfaisance. La philanthropie et l'éducation, ce sont les 2 finalités du consistoire. Eh bien, ce sont les 2 activités de Baruch-Weil. On se demande comment il réussissait à faire tout ça. Il est un homme d'affaires, il est une notabilité parisienne, il a un magasin c'est-à-dire un dépôt. Les Weil ne quitteront jamais le quartier du Faubourg Saint-Martin, autour de la porte Saint-Martin, qui est un endroit où sont rassemblés beaucoup de la communauté juive de cette époque. Et il a sa boutique dans un des endroits les plus à la mode de la capitale, c'est-à-dire le passage de l'Opéra, qui a été inauguré en 1822. C'est l'endroit le plus chic de Paris. C'est là qu'on achète ces porcelaines que je vous ai montrées tout à l'heure, au passage de l'Opéra. Parmi ses clientes, il y a la duchesse de Berry. Autrement dit, toute la famille royale se fournit en porcelaine chez Baruch-Weil. Ainsi, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur à l'occasion du sacre de Charles X, en mai 1825. Il venait d'offrir au roi un portrait remarquable par son fini et sa ressemblance. Malheureusement, nous ne l'avons pas, ce roi en porcelaine, dans une assiette, dans un grand plat. Je ne l'ai pas encore trouvé. Il est donc parmi les industriels les plus remarqués, exposant à l'exposition des produits de l'industrie au Louvre. C'est ce qui donnera lieu un peu plus tard, sous le Second Empire, aux expositions universelles, les premières grandes expositions des produits de l'industrie. Baruch-Weil est de ceux-là et de ceux qui militent pour la création d'un bâtiment permanent pour le palais de l'industrie. Nous avons le Grand Palais à Paris. Voilà. En 1827, Baruch-Weil milite pour un Grand Palais. Lorsqu'il meurt, un an plus tard, en 1828, donc il est jeune, il a moins de 50 ans, je vous ai dit, il laisse beaucoup d'enfants et, selon la presse unanime,
toute la population israélite de Paris et une foule de personnages distingués d'autres cultes ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure les restes mortels de cet homme de bien, selon le Moniteur universel. Il y a eu un incident intéressant à ces obsèques, au Père-Lachaise, donc à la tombe que je vous ai montrée. Un incident que je viens de trouver la semaine dernière, donc malheureusement il n'est pas dans mon livre, mais vous l'avez en primeur. Un incident, j'aurais dû consacrer une page dans le livre à cet incident, mais un incident passionnant. Le voici. Je l'ai trouvé dans ce livre, Résumé de l'histoire des Juifs modernes par Léon Halévy, 1828. Donc c'est l'année même de la mort de Baruch Weil. C'est écrit juste après sa mort. Léon Halévy. Léon Halévy, qui est-ce? Vous le connaissez. C'est le frère de Fromental Halévy. C'est le père de Ludovic Halévy. C'est le grand-père de Daniel Halévy, le camarade de Proust au lycée Condorcet. N'est-ce pas? Les deux familles, Weil et Halévy, elles suivent des parcours absolument identiques au XIXe siècle. Le père de Léon Halévy s'appelle Élie Halévy et c'est un ami de Baruch Weil. C'est la même génération, c'est les premiers fondateurs de la communauté juive à Paris. Donc Léon Halévy, il est contemporain de Baruch, de Naté. Hein, c'est la génération de Naté. Mais qu'est-ce qu'il écrit? Vous voyez qu'il évoque, dans cette histoire des Juifs modernes, il évoque les grands Juifs parisiens. Outre deux manufacturiers estimables, messieurs S et Javal, on trouve un médecin, le docteur Cahen, et parmi les notables, en remplacement de monsieur Baruch Weil, qui fonda l'une de nos plus belles manufactures de porcelaine et que tous ces coreligionnaires ont regretté. Puis il ajoute une note, et la note, voici l'incident que je vous montre en agrandissement pour que vous puissiez le lire, parce que c'est passionnant. Un fait qui s'est passé aux obsèques de cet homme estimable, et dont nous garantissons la certitude, ben, il était là, Léon Halévy, mérite d'être rapporté ici parce qu'il prouve que les rabbins sont en arrière du mouvement général et que les consistoires dont ils dépendent ne cherchent point à exercer sur eux cette influence salutaire et réformatrice dont le grand Sanhédrin leur a recommandé l'usage. M. Baruch Weil étant membre de la Légion d'honneur, distinction qui n'avait point due à l'intrigue mais à ses honorables travaux industriels, un détachement d'infanterie se présenta à son enterrement pour accompagner sa dépouille mortelle et lui rendre les honneurs dus aux membres de cet ordre. Mais le rabbin s'y opposa, se fondant sur ce que, dans la Bible, Moïse n'avait rien statué sur les chevaliers de la Légion d'honneur. Et force fut au détachement de se retirer. L'esprit du clergé est partout le même. Bon, alors ce petit incident, il est intéressant de nombreux points de vue. Il nous montre, c'est un magnifique témoignage sur l'état du débat sur le réformisme du culte juif sous la Restauration en 1828. Le conflit qu'il peut y avoir entre le rabbinat et le consistoire où il y a des modernes, comme Baruch Weil, industriels, modernes. Il fait partie du consistoire, il est réformiste, mais très modérément réformiste. Il n'est pas du tout radicalement réformiste. Mais vous voyez le conflit entre ceux qui veulent que le judaïsme intègre la cité, et donc qu'il soit rendu honneur à ce notable et à sa Légion d'honneur, et les rabbins qui veulent rester fidèles au Talmud et exclure ce qui n'est pas dans le Talmud. Puis alors bien sûr, il y a un intérêt supplémentaire. Tout proustien se rappelle la mort de Swann. Qu'arrive-t-il à la mort de Swann? Question d'examen. Bien plus, Swann refusa son propre nom,
C'est au moment de l'affaire Dreyfus, dans Sodome et Gomorrhe. Il refuse de donner son nom pour les pétitions. Il le trouvait trop hébraïque. Pas signé avec quelqu'un qui s'appelle Swann. Swann, est-ce vraiment un non-juif d'ailleurs? Il le trouvait trop hébraïque pour ne pas faire mauvais effet. Et puis il approuvait tout ce qui touchait. Et puis s'il approuvait tout ce qui touchait à la révision, il ne voulait être mêlé en rien à la campagne antimilitariste. Il portait ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là, la décoration qu'il avait gagnée comme tout jeune mobile en 70, et ajouta à son testament un codicille pour demander que, contrairement à ses dispositions précédentes, des honneurs militaires fussent rendus à son grade de chevalier de la Légion d'honneur. Ce qui assembla autour de l'église de Combray tout un escadron de cavaliers, etc. Difficile de ne pas associer cet épisode de la mort de Swann au souvenir de l'incident transmis dans la famille sur les obsèques de Baruch. Malheureusement, je viens de la dernière édition la dernière réimpression de mon édition de Sodome et Gomorrhe vient de paraître, et je ne peux pas ajouter une note avant plusieurs années sur les obsèques de Swann. Mais vous voyez qu'elle doit figurer, elle doit absolument figurer. À la mort de Baruch-Weil, bon, je vous dis, il a fait fortune assez rapidement, en une vingtaine d'années, dans la porcelaine. Ses actifs sont évalués à 280 000 francs. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, 280 000 francs de 1828? Le salaire ouvrier à Paris était de 2 à 3 francs par jour. Ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur de la fortune qu'il a laissée à ses 11 enfants, à sa mort. La succession a été compliquée, et là aussi c'est un signe de l'inscription de ces familles juives dans la société française au XIXe siècle. Très rapidement, ils sont tous sortis de la porcelaine. Ils sont tous sortis de la fabrique, du magasin, et ils ont pris d'autres activités. Et je voudrais assez vite passer sur les activités de cette famille pour comprendre comment on arrive jusqu'à Proust à travers, vous avez vu, cette ribambelle de frères et sœurs de Nathalie Weil et de cousins germains de Jeanne Weil, la mère de Proust. Reprenons cet arbre généalogique et je ferai quelques commentaires sur les uns et les autres. Donc, dans le premier lit, vous voyez, il y a 7 enfants, mais il y en a 2 qui seront morts avant 1828. Au moment de la mort, ils sont morts entre 1811, la mort de leur mère, et 1828, la mort de leur père. Il n'y en avait plus que 5 à la mort de leur mère. Comment est-ce que j'ai trouvé ça? J'ai trouvé ça en me disant que cet arbre généalogique n'existait pas avant que je le propose. Je me suis dit que comme la mère était morte en 1811 et que tous les enfants étaient encore mineurs, il avait dû y avoir une décision d'un juge de tutelle pour nommer un subrogé tuteur. Et c'est cette décision que j'ai retrouvée, la voici. C'est à partir de cette décision, vous voyez, qui date de 1811, de la mort de la mère, cette décision qui nomme, vous voyez, la belle signature de Baruch-Weil, l'homme de la porcelaine, qui est là. Très belle signature, qui montre vraiment un homme de grande qualité. Et c'est à travers ce document que j'ai trouvé la liste des 7 enfants vivant en 1811, puisqu'il y a leur nom et leur date de naissance. C'est ça qui m'a permis de faire l'arbre généalogique. Et voilà les 7 enfants qui étaient donc du premier lit en vie en 1811. Quelques mots sur les uns et les autres, de ceux qui sont intéressants. L'aînée est une fille, Merline Mélanie, qui épouse Benoît Léon Cohen. Benoît Léon Cohen, c'est le principal employé de la firme, de la porcelaine. C'est un juif d'Amsterdam.
Je ne sais pas bien pourquoi il est descendu à Paris, mais il est le principal employé de Baruch-Weil. Et là aussi, ça nous montre quelle sera sa carrière. Je vous ai dit, ils sortent tous de la porcelaine dans les 3 ans qui suivent la mort de Baruch. Il entre dans les assurances et il reste pendant toute sa vie un grand notable de la communauté juive de Paris. À sa mort, il est le directeur de l'hôpital Rothschild, qui est le grand hôpital juif de Paris. Grand hôpital spécialiste d'ophtalmologie, toujours aujourd'hui. Je parlerai tout à l'heure un moment des 2 fils. Je dirai quelques mots de la génération suivante, mais retenez qu'il y a là 2 fils qui sont très intéressants. Mayer, il était donc mort. Gottscho Baruch-Weil. Gottscho Baruch-Weil, eh bien lui, il quitte la porcelaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il est le premier huissier de justice juif de Paris. Vous voyez le type de cheminement de ces familles qui sortent de la firme, de la manufacture, pour entrer dans les professions libérales. Bon, ils vendent la fabrique de porcelaine pour acheter une charge d'huissier de justice. Et non seulement ça, mais il est le principal collaborateur des archives israélites pendant les années 1840. Le principe, autrement dit, il y avait déjà un écrivain avant Proust dans la famille. Il y avait déjà un écrivain, et un bon écrivain. Il écrit des contes sous la signature Ben Lévy, et il écrit des articles sociaux et politiques sous l'initiale W. Donc on peut identifier tout ce qu'il a écrit pendant toutes ces années dans les archives israélites. Ben Lévy et W, c'est lui. Et là, il est présent dans tous les numéros des archives israélites. Et non seulement ça, mais il est l'auteur du manuel moral qui a servi pendant plus de 50 ans à l'éducation morale des jeunes juifs en France. Les matinées du samedi, leçons d'éducation morale et religieuse pour le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat, on lit G. Ben Lévy, G pour Gottscho. Et ce livre, ça c'est la première édition, 1842, de ce livre. Dans les archives israélites, on fait encore de la publicité pour la 3e ou 4e édition de ce livre jusqu'à la guerre de 14. Jusqu'à la guerre de 14. À l'époque où Proust écrit La Recherche, on lit Ben Lévy. Autre intérêt de ce Gottscho-Weil, grand-oncle de Proust, aussi quelque chose que j'ai trouvé qui est assez remarquable, il est franc-maçon. Voici l'annuaire de l'année, je crois, 1845 des francs-maçons des Écossais, du rite écossais. C'est le rite écossais auquel les Juifs adhèrent sous la monarchie de Juillet. Grande époque de l'adhésion de la notabilité juive à la franc-maçonnerie, et ils vont du côté de la Grande Loge, pas du côté du Grand Orient, parce que la Grande Loge est déiste. On est déiste de ce côté-là, et c'est par conséquent là qu'ils vont. Et vous voyez qu'il est notable, l'illustre et parfait frère Weil Godefroy. Là, il y a un lapsus amusant. Gottscho a été appelé Godefroy. Je ne sais pas si c'est une blague de typographe. En tout cas, c'est lui, puisqu'il est bien huissier et qu'il est bien boulevard Saint-Martin, toujours dans le même quartier, c'est lui. Donc, intéressant tout de même d'avoir un grand-oncle qui est écrivain, collaborateur des archives israélites, et puis qui est aussi un grand notable de la franc-maçonnerie. Dans l'arbre généalogique, je viens au suivant, Benjamin. Alors Benjamin, là aussi, c'est intéressant. Vous voyez tout de suite, c'est le seul qui a fait beaucoup d'enfants.
Parce qu'on voit très bien que, vous voyez, le père avait 13 enfants, mais là aussi, c'est une magnifique image de la promotion sociale de la communauté juive. Et la génération suivante, on fait 1, 2 ou 3 enfants. Sauf ce Benjamin. Pourquoi est-ce qu'il fait 6 enfants, quelque chose comme ça, lui? Eh bien, il fait faillite à Paris comme entrepreneur de bâtiment et il part en Algérie dès les années 1830. C'est le tout début de la colonisation de l'Algérie. Et là, il épouse une Rachel Crémieux. C'est-à-dire, c'est la colonisation de l'Algérie. Il faudrait parler ici de cette colonisation juive de l'Algérie par des juifs de très modestes conditions. Les Crémieux sont d'Avignon. Cette famille qu'il épouse, c'est une famille d'Avignon qui est partie pour essayer de survivre en Algérie. Il y a des Crémieux qui sont importants. Je dirai un mot tout à l'heure d'Adolphe Crémieux, mais le Crémieux est un nom assez répandu. Bon, l'un des signes que c'est une famille modeste que celle-là, bon, l'acte de mariage de Benjamin Veil et de Rachel Crémieux en 1842 à Alger, la mère de Rachel Crémieux ne s'est pas signée. Ce ne serait pas le cas d'une juive de cette génération-là à Paris, où, comme je vous l'ai dit, l'accent était très fortement mis sur l'éducation. Benjamin, cette famille restera à Marseille. Reviendra à Marseille. Et tout cela feront souche à Marseille, toute cette branche. Il y a une branche marseillaise des Veil. Celui-là a un certain intérêt. Celui-là sera le directeur du jardin botanique de Marseille et ensuite le directeur du jardin botanique de Paris. Tous les lecteurs de Proust savent l'importance du jardin botanique dans la recherche du temps perdu. Du jardin d'acclimatation. Il s'appelle le jardin d'acclimatation à Paris. Quand Proust se rendait enfant au jardin d'acclimatation, le directeur était donc un cousin germain de sa mère. Ce qui peut avoir un certain intérêt pour comprendre l'importance de ce lieu dans la recherche du temps perdu. Vous voyez que tout ce type de recherche éclaire beaucoup certains passages de la recherche du temps perdu. Moïse, lui, devient architecte. Il est architecte de l'État à Beauvais. Que fait un architecte de l'État à Beauvais? Il construit des églises et des séminaires. C'est sa fonction. Et en 1845, les archives israélites de France se félicitent qu'il ait achevé la construction du séminaire catholique de Beauvais comme preuve de l'entrée dans l'ère de la véritable tolérance. Ce Moïse a une certaine importance puisqu'il épouse Amélie Berncastel, qui est la sœur d'Adèle Berncastel, la grand-mère de Proust. Autrement dit, ces deux frères-là sont très proches. Ils ont épousé deux sœurs et ils le resteront toujours. Je n'en ai pas la preuve indubitable, mais il est hautement probable que ces deux-là ont aussi été francs-maçons. Et on pourra remarquer, j'oublierai de le dire tout à l'heure, donc je le dis tout de suite, que les trois seuls mariages mixtes que l'on trouve dans cette généalogie, ce sont deux filles de Moïse, les deux filles aînées de Moïse, qui n'épousent pas des Juifs, et Jeanne Veil, qui épouse Adrien Proust. C'est les trois seuls mariages mixtes à cette génération. Alors ce Moïse a aussi un certain intérêt pour les Proustiens, puisqu'il a un violon d'Ingres. Non seulement il est architecte d'église et de séminaire, mais il a une mentalité d'antiquaire. Il fait partie des diverses sociétés savantes régionales, la Société française pour la conservation des bâtiments, la Société des antiquaires de Picardie, et il est l'auteur d'études sur les cryptes des églises et les souterrains du département de l'Oise. Tout lecteur
de la recherche du temps perdu, connaît l'importance des églises, de leurs cryptes et de leurs souterrains. Donc ces articles-là circulaient dans la famille. Bon, de Joseph Pinkas, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que je ne sais pas quand il est mort, mais je sais qu'il est parti lui aussi en Algérie. Donc il y avait vraiment une filière algérienne qui pourrait nous intéresser sur les temps de la colonisation. Ces enfants ont reçu une très bonne éducation, tous. Très bonne éducation, c'était la manie du père. Et on a ici un bel exemple de ce qu'a réalisé justement Moïse Weil, l'architecte. C'est une lithographie de la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth. La synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth est la première synagogue consistoriale à Paris, qui a été ouverte, je crois, en 1822. C'est une gravure donc, qui est faite, signée Baruch Weil, l'architecte, et le nom de Baruch Weil figure sur une plaque dans la synagogue, parce que c'est lui qui a réuni les fonds pour acheter le terrain et construire la synagogue. Le consistoire a demandé au comité de bienfaisance de faire un tour de table, comité de bienfaisance présidé par Baruch Weil, pour édifier la première synagogue consistoriale à Paris. Quelques mots du second lit maintenant. Je reviens à... Je ne sais plus où est ma... Voilà. Je passe au second lit. L'aîné, c'est donc Naté, le grand-père de Proust. Le grand-père de Proust, comme on le sait, il est commanditaire d'agent de change. Il n'est pas agent de change, il n'a pas une charge d'agent de change, mais il travaille pour un agent de change. Et il a donc ses deux enfants, Georges Weil, qui deviendra magistrat, juge, et Jeanne Weil, qui épouse le docteur Proust. Alors, en travaillant sur lui et en enquêtant sur ce caveau du Père-Lachaise, j'ai fait une trouvaille assez étonnante quand j'ai pu avoir accès aux archives du Père-Lachaise. Oh, ça, c'est la même chose. C'est le juge de tutelle pour le second lit en 1828. C'est ce qui me permet de savoir exactement les dates de naissance du second lit. Voilà la trouvaille. C'est dans ça, c'est le registre journalier des enterrements au Père-Lachaise. Eh bien, à la ligne Naté-Weil, vous voyez incinération. Et ça, c'est le registre... Pardon, c'est le registre annuel. Ça, c'est le registre journalier incinération. 122 037, 122 037, c'est donc le numéro du caveau familial en question dont vous avez vu la photo tout à l'heure. Baruch Weil a donc été incinéré en 1896. C'est étonnant. C'est étonnant. L'incinération a été autorisée en France par une loi de 1889. C'est encore une loi laïque, loi républicaine au sens laïque, c'est une loi anticléricale, essentiellement anticléricale. Ça s'appelle la loi de liberté des funérailles, et cette loi permet de laisser dans un testament ses dernières volontés, et ces dernières volontés doivent donc être respectées par la famille. C'est pour empêcher que les familles donnent des funérailles religieuses à des libres penseurs, selon une pratique relativement courante. Cela veut donc dire, bon, évidemment, l'Église catholique s'est opposée avec une très grande violence à cette loi de liberté des funérailles, mais bien entendu le consistoire aussi. C'est encore plus scandaleux, encore plus blasphématoire pour un juif de se faire incinérer que pour un catholique. Il y en a très peu, très peu. L'année 1896 où Baruch Weil s'est fait incinérer, il y a eu
172 incinérations en France. J'ai eu à m'intéresser à partir de cela à l'histoire de l'incinération. L'incinération ne s'est développée en France qu'à partir de 1970, un siècle plus tard. Mais à l'époque, c'est extrêmement rare. Qui se fait incinérer en 1896? Les anciens communards, ce qui n'était pas le cas de de Nathéveil, qui était un orléaniste, qui était resté orléaniste jusqu'à sa mort. C'est sous la monarchie de Juillet que les Juifs ont été les plus heureux en France. Heureux comme Dieu en France. Selon l'adage, c'est sous la monarchie de Juillet. Ils n'étaient pas communards. Les autres qui se faisaient incinérer, c'était les socialistes. Ils n'étaient pas socialistes non plus. Enfin, se faisaient incinérer les francs-maçons. Voilà pourquoi je crois que je puis affirmer qu'il était franc-maçon. Et qu'il n'était plus déiste, comme l'étaient les francs-maçons liés au rite écossais sous la monarchie de Juillet. On n'est pas déiste si on se fait incinérer. C'est une donnée très importante, cette incinération du grand-père, parce que du coup, j'en ai retrouvé des traces à la fois... Enfin, une incinération... Enfin, toutes les obsèques sont des traumatismes, mais une crémation est un traumatisme particulier. Ce n'est pas la même manière de disparaître. Je dois penser que Madame Proust, la mère de Proust, et Marcel Proust ont été présents au Père-Lachaise avant et après, en tout cas, l'incinération du grand-père. Et ça m'a amené à lire assez différemment une lettre que Proust écrit à sa mère au lendemain des obsèques de Nathéveil. Et ça m'a amené à lire aussi différemment, je n'ai pas le temps de le faire ici, la mort de Bergotte dans La prisonnière, l'épisode de la mort de Bergotte, où reviennent un certain nombre des thèmes de la lettre que Proust a écrit au lendemain des obsèques de son grand-père à sa mère. Je pense qu'il y avait au moins 3 ou 4 des frères qui étaient francs-maçons, puisque si je reviens... il faut que je revienne à l'arbre généalogique. Où est-ce qu'il était? Le voici. Après Nathée, c'est Lazare Louis. Lazare Louis, c'est celui qui a fait fortune de tous les frères. Il a fait fortune dans les boutons métalliques qui fournissaient les uniformes de toutes les armées. Et en particulier, il a gagné beaucoup d'argent durant la guerre de sécession américaine parce qu'il fournissait les 2 camps. Et Louis Weil est très important pour Proust. Voici son usine, l'ancienne maison très longue qui s'appelle Manufacture de boutons de Veldon et Weil, et qui employait 400 personnes Faubourg Saint-Antoine. Bon, les Proustiens savent que Louis Weil, l'oncle Louis est très important. L'oncle Louis, c'est l'oncle Adolphe au début de la recherche du temps perdu, et c'est dans sa maison d'Auteuil que Proust est né, et c'est sa maison d'Auteuil qui est le modèle de Combray, beaucoup plus qu'Illiers. Aujourd'hui, on se rend en pèlerinage à Illiers, mais Proust est allé très peu à Illiers, là où il a passé son enfance. Tous les week-ends, comme on dit, c'était dans la maison d'Auteuil, rue La Fontaine. Et l'oncle Louis Weil n'avait pas d'enfants. Ses 2 enfants adoptifs, c'était les 2 enfants de Nathée, la mère de Proust et son frère, et ce sont eux qui ont été les légataires universels de Louis Weil. La fortune de Proust, elle vient de là. L'argent de Proust, que Proust a dilapidé pour acheter un avion et une Rolls-Royce, pour Albertine, la Rolls-Royce, mais l'avion pour Agustinelli, c'est l'argent de Louis Weil. C'est sur ça que Proust a vécu. L'immeuble du boulevard Haussmann, où Proust a écrit La recherche du temps perdu, où il s'est installé après la mort de ses parents, c'est l'immeuble qui appartenait à Louis Weil. Donc cet oncle est
éminemment important. Alors là aussi, j'ai trouvé une donnée très intéressante sur lui. Il a été décoré de la Légion d'honneur comme manufacturier de boutons en août 1870. C'est magnifique quand on découvre des choses comme ça, on se dit, en pleine guerre, la machine administrative, la machine d'État ne s'arrête jamais en France. Le journal officiel publie des listes de promotion dans la Légion d'honneur le 15 août 1870. Le 15 août, c'était la fête nationale sous l'Empire. Ne l'oublions pas. 15 août 70, promotion de la Légion d'honneur, alors qu'on est à la veille de Sedan et que... Et alors, la chose la plus extraordinaire, c'est que dans la même promotion de la Légion d'honneur du 15 août 70, il y a un autre nom. Adrien Proust. Le docteur Proust. Tous les deux au titre du ministère du Commerce. Et c'est 15 jours avant le mariage d'Adrien Proust et de Jeanne Weil. Le 3 septembre 1870, ce qui nous montre le lien déjà des deux familles avant ce mariage. Bon, je passe assez vite sur les suivants. Il y a encore pas mal de frères et sœurs, je dois passer vite parce que je pense que le temps passe. Oui, mon Dieu, il passe très vite. Il y a un officier, c'est intéressant, il y a un officier qui sera prisonnier en 1870, donc ça nous montre aussi la diffusion de la famille dans tous les milieux de la société française. Il y a une fille qui épouse, il y a une fille qui est la grand-mère de la femme de Bergson. C'est ça le lien entre Proust et Bergson. Adélaïde Weil épouse Joseph Lazarus. Elle est la mère de Laure Lazarus Neuburger, dont la fille épouse Bergson. Enfin, il y a la dernière, Flora, dont je dis un mot parce que Flora, j'ai retrouvé sa tombe au cimetière de Montmartre, pas au Père-Lachaise, et qu'elle est la seule dans la tombe du Père-Lachaise, il n'y a aucune date en caractère hébreu, mais là, on trouve encore une fidélité. Les dates sont inscrites en hébreu. Alors, vous le voyez, c'est une grande famille juive du XIXe siècle, et une des responsabilités, je vous dis, Baruch est un personnage considérable, l'une de ses responsabilités que je n'ai pas encore évoquées, c'est qu'il a été, pendant toute sa vie, le circonciseur de la communauté juive parisienne, en plus d'être porcelainier, en plus d'être un éminent notable de la communauté, de réunir des tours de table pour construire la synagogue, il était le péritomiste de Paris. Et bien entendu, l'usage voulait que le péritomiste opéra lui-même sur ses fils. Autrement dit, c'est lui qui a circoncis ses 8 fils, ses 9 fils. Et j'ai trouvé ce commentaire de son fils Gotcho, l'écrivain. « Mon respectable père a opéré la circoncision au moins 600 fois, et toujours, Dieu merci, sans le moindre accident. » Ça, il l'écrit en 1821, donc il y a encore 7 ans, plusieurs centaines de garçons qui auront été circoncis de cette sorte. Si Gotcho écrit cet article en 1821, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a un débat. Il y a un conflit entre la communauté juive et la faculté de médecine sur l'hygiène de la circoncision. Et il y a un débat sur l'opportunité de transformer la circoncision en circoncision symbolique. Et vous pouvez imaginer que Baruch Weil, qui est le circonciseur de la communauté, est hostile à la circoncision symbolique. Vous voyez que c'est ainsi que je dis qu'il a une position modérée. C'est un réformiste modéré, en faveur de l'assimilation des Juifs dans la société française, mais hostile à la perte des traditions, dont la pierre sur la tombe. Alors on lui réplique, oui, vous ne voulez pas de la circoncision symbolique, mais votre magasin est ouvert le samedi.
C'est la polémique des années 1800, de la toute fin de la Restauration, qui annonce la polémique qui aura lieu plus tard, sur laquelle beaucoup sont intéressés, l'introduction de l'orgue dans les synagogues comme dans les églises. On peut aussi souligner que, je crois que je l'ai déjà dit, vous avez vu, la plupart ne feront plus beaucoup d'enfants. C'est fini ces grandes familles juives avec la promotion sociale. Et puis ce que je voudrais souligner en conclusion, c'est que cette famille est restée très unie jusqu'à Proust. Autrement dit, tous ces destins familiaux, Proust ne les ignorait pas. La famille est restée très unie, et voici par exemple l'acte de décès de Gaucho, l'aîné. Gaucho, donc l'aîné du premier lit, eh bien, vous voyez qu'il est signé par Naté, le fils aîné, le grand-père de Proust. C'est lui qui signe l'acte de décès de son frère aîné. En vérité, ils n'ont jamais quitté le quartier. Vous voyez que lui, il habite rue d'Anguin, 36 rue d'Anguin. L'adresse du grand-père de Proust est connue de tous les Proustiens. Elle figure dans la recherche du temps perdu. C'est le 40 bis, le fameux 40 bis, rue du Faubourg Poissonnière. Bon, il y a à peu près 75 mètres entre le 40 bis et le 36 rue d'Anguin. Ils vivaient tous dans quelques rues de Paris avant de se déplacer vers la plaine Monceau. Louis Weil, celui qui fait fortune, va boulevard Haussmann, l'immeuble où habitera Proust. Les Proust habitent autour du parc Monceau. Mais ce déplacement est à la génération suivante. En vérité, je me suis aperçu en faisant cette recherche que Naté Weil, le grand-père de Proust, signe à peu près tous les actes d'état civil de la famille. Les mariages, les décès, les naissances, il est toujours là. On a l'impression qu'il passe sa vie à la mairie du 10e ou à la mairie du 9e arrondissement. J'ai fait un arbre généalogique où j'ai surligné tous les actes où j'ai trouvé sa signature. Et je suis sûr que ce n'est pas complet, mais vous voyez qu'il est presque toujours là. Il est presque toujours là. En jaune, ce sont les mariages. En bleu, ce sont les décès. Et en vert, c'est l'acte de naissance de Marcel Proust qu'il signe. C'est un peu excentrique puisque c'est dans le 16e arrondissement. C'est un peu plus loin de ces zones habituelles. Je crois que c'est un très bon indice de la proximité qui reste celle d'une tribu. Tout le monde est présent à tous les mariages. Ainsi, on peut dire que, si je prends par exemple les mariages des filles de Moïse à Beauvais, il y a certains des mariages, je ne sais plus lequel de ces mariages, où il y a 3 frères qui signent, alors que normalement, dans un acte de mariage, il n'y a que 2 témoins. Là, il y a 3 frères. Tout le monde est là. On a l'impression que Proust était, que Naté, le grand-père de Proust, était le pivot de cette famille. J'ai dit l'aîné du second lit et le pivot de la famille. Et c'est pourquoi la mère de Proust, qui était très proche de son père, et Proust était très proche de sa mère, ne pouvait pas ignorer le destin de cette famille. Et je voudrais finir en insistant sur 2-3 de la génération suivante pour montrer l'intérêt qu'ils ont pour Proust. Vous vous souvenez, je ne retourne pas à l'arbre généalogique, je vous avais dit que l'aînée, c'était la fille qui avait 2 fils Cohen. J'avais dit que je reviendrai aux Cohen. Les Cohen, il y a 2 fils. Le fils aîné, il s'appelle Maurice, né en 1826, polytechnicien. Bon, ça m'intéresse, il est polytechnicien. En plus, il est ingénieur des ponts et chaussées, comme moi. C'est intéressant. Mais lui aussi, c'est un ingénieur des ponts et chaussées qui, j'ai l'impression qu'il ne s'occupait pas tellement des ponts et chaussées, parce que sa passion dans la vie, c'était la bibliophilie. Ingénieur des ponts et chaussées, bibliophile. Lorsqu'il meurt en 1883, sa bibliothèque est vendue à Drouot. Donc, on connaît sa bibliothèque. Et sa nécrologie est écrite dans je ne sais plus quelle revue, je l'ai oublié, par Gustave Laroumet. Laroumet, les spécialistes de l'histoire littéraire
le connaissent, c'est l'un des fondateurs de l'histoire littéraire française avant Lançon. L'auteur d'une grande thèse sur Marivaux, 18e. La bibliophilie de Maurice Cohen le portait vers le XVIIIe siècle. La Roumée est très célèbre par ça. C'est les premières grosses thèses d'État françaises. On disait de la thèse de la Roumée sur Marivaux, il a posé un éléphant sur un papillon. Et voilà l'éléphant qui revient avec la vertèbre. Alors voilà l'aîné, Maurice Cohen, ingénieur des ponts et chaussées bibliophile, et le second, c'est Léonce Cohen, né en 1829, mort en 1901, prix de Rome de composition musicale, l'année où Saint-Saëns a échoué. Et vous voyez ici son portrait à Rome par Émile Lévy, autre premier prix de Rome de 1854 en peinture. Alors là aussi, bon, c'est prodigieusement intéressant de voir ces jeunes juifs de première génération obtenir le prix de Rome en peinture et en musique en 1854. Voilà le portrait de Maurice Cohen qui est à la Villa Médicis. Et malheureusement, la carrière de Maurice Cohen n'a pas été glorieuse par la suite. Il l'a passée principalement à Sainte-Anne, souffrant du délire de persécution après son retour à Paris. Mais tous les deux sont dans le caveau familial du Père Lachaise, parmi les 13 qui figurent. Enfin, j'ajouterai, voilà la porte Saint-Martin, par les cartes postales Léon et Lévy. Les cartes postales les plus fameuses de la Belle Époque en France. Léon et Lévy ont fait fortune dans les cartes postales parisiennes. C'est la grande époque de la carte postale, représentant soit des vues des villes de France, soit des femmes des colonies déshabillées. Les deux filons pour faire fortune dans la carte postale. Eh bien, Léon et Lévy, qui ont-ils épousé? Les deux sœurs, les deux dernières sœurs qui étaient au bas de ma généalogie, les deux sœurs Alcan. Les deux sœurs Alcan. Et en plus, l'un des frères Lévy, un autre frère Lévy, a épousé une des petites filles Veil de Moïse, de l'architecte. Et vous voyez comme tout ça restait proche. Vous voyez que Jeanne Veil, qui était très proche de son père, ne pouvait pas ignorer le destin de toute cette généalogie. Et je voudrais terminer en vous donnant quand même la clé de ma lettre énigmatique, puisqu'elle m'a été apportée pour finir, grâce à ce feuilleton. Eh bien, quelqu'un m'a un jour envoyé, j'ai retrouvé la lettre. Et la voici, il n'y a plus personne, pas même moi, qui ne peut me lever, qui aille voir, qui aille visiter le long de la rue du Repos, dans le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant un rite dont il ne comprenait déjà, qu'il ne comprenait déjà plus, allait mettre tous les ans un caillou sur la tombe de ses parents. Là voilà, la lettre. Vous voyez qu'elle m'a été donnée, et puis non seulement elle est donnée, mais j'ai compris à qui elle était envoyée par le contexte de la lettre. Elle a été envoyée par Proust à son ami Daniel Halévy, que voici. Mon grand-père, mon cher Daniel, voilà, mon grand-père, mon cher Daniel, est allé à toutes les représentations de la Belle Hélène. C'est envoyé par Proust à Daniel Halévy comme lettre de condoléances à la mort de son père, Ludovic Halévy. Là aussi, c'est prodigieusement intéressant parce que Daniel Halévy, les Halévy, à la différence des Veil, reniaient leur ascendance juive. Daniel Halévy prétendait qu'il n'était pas juif parce que sa mère était protestante et que sa grand-mère était catholique. Et il disait qu'il n'avait plus de juif que le nom et le prénom. Et là aussi, il faudrait interpréter toute cette lettre. Mais vous voyez que le contexte nous montre le sens qu'elle a.
et que, d'une certaine façon, Proust y fait la leçon à un ami qui renie son identité juive. On peut dire même que c'est sans doute pas très délicat, dans une lettre de condoléances, au moment de la mort de son père, de lui faire ce genre de leçon. Parce que le père et le grand-père de Daniel Halévy ne les menaient pas poser des cailloux sur la tombe de leur grand-père, qui se trouve, elle, au cimetière de Montmartre, et non au Père-Lachaise. J'arrête là. Merci.